pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info et Québec Science. Découvre les nouveaux sites inscrits à la liste du patrimoine mondial. Un texte de Camille Lopez, paru le 29 juillet 2026 dans les As de l'info. On vient d'apprendre que 25 nouveaux endroits, situés un peu partout dans le monde, ont été ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'une liste bien spéciale. Elle désigne les lieux naturels et culturels extraordinaires qui sont très importants pour l'humanité et auxquels il faut faire très attention. On fait un petit tour du monde, je t'en présente quelques-uns. Ça sert à quoi être sur cette liste de l'UNESCO? Les pays sont généralement très fiers d'en faire partie. L'UNESCO peut aussi leur donner de l'argent pour les aider à préserver les lieux. Oh, et ça attire les touristes. 5 ajouts à la liste. 1. Le mont Olympe. Le mont Olympe, situé en Grèce, en Europe. Culminant à 2918 mètres, il s'agit du plus haut sommet du pays et on y retrouve plusieurs climats et végétations. Mais si on le connaît, c'est surtout pour son importance culturelle. Dans la mythologie grecque, cette montagne, c'est la maison des dieux, dont Zeus. 2. Des falaises à fossiles. Ce sont les falaises de Anklit, au Danemark, un autre pays d'Europe. On y a découvert des fossiles d'animaux vieux de 55 millions d'années. Les fossiles de poissons, d'insectes et d'oiseaux sont extrêmement bien conservés selon l'UNESCO. Ils permettent aux scientifiques de comprendre l'évolution de ces espèces. 3. Les plages du débarquement de Normandie. Gold Beach, l'une des 5 plages du débarquement de Normandie. On recule dans le temps. Au 6 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, 150 000 soldats, dont 15 000 Canadiens, débarquent de bateaux sur des plages de la Normandie en France. Leur mission, libérer la France de l'Allemagne nazie et ramener la paix en Europe. C'est la plus grande opération militaire du genre de l'histoire. Malheureusement, des milliers de soldats ont perdu la vie sur ces plages. Aujourd'hui, ce sont des lieux consacrés à la mémoire de gens très courageux, venus de très loin au nom de la liberté. On appelle cet événement le débarquement de Normandie. 4. La réserve marine d'Aqaba. Des hippocampes, des bancs de poissons rouges et des poissons lions qui vivent dans la réserve marine d'Aqaba, en Jordanie, un pays du Moyen-Orient. Cet endroit fait maintenant partie de la liste. Pourquoi? Parce qu'il aide à préserver près de 2000 espèces marines menacées, dont des poissons, des mollusques et des coraux. En plus, ces récifs résistent super bien au changement climatique. 5. Un très ancien site bouddhiste. Dernier arrêt, le site bouddhiste antique de Sarnath, en Inde, un grand pays d'Asie. Il s'agit d'un lieu saint construit il y a 2500 ans. On y retrouve des ruines de monastères, des jardins et le stupa d'Amek, un monument en forme de cylindre qui mesure plus de 40 mètres de haut. Des lieux importants en péril. L'UNESCO nomme aussi des lieux qu'il faut absolument protéger, puisqu'ils sont menacés par plusieurs dangers, comme les guerres et les changements climatiques. Cette année, 6 nouveaux sites ont été ajoutés. En voici un.
le village de Sébastia, en Palestine. Une liste remplie de lieux célèbres. Plus de 1000 endroits figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'en ai choisi 3, que tu connais sûrement déjà. Il y a les pyramides de Gizeh, en Égypte. Elles ont été construites il y a plus de 4500 ans. Elles font partie des 7 merveilles du monde. La Grande Muraille de Chine. Sa construction a commencé il y a plus de 2000 ans. Elle mesure plus de 9000 kilomètres. C'est la plus longue construction réalisée par l'humain. Son rôle était de protéger la Chine des invasions. Et il y a le château Frontenac dans le Vieux-Québec, le seul endroit en Amérique du Nord qui est encore entouré de ses fortifications. C'est comme un musée à ciel ouvert. Et toi, connaissais-tu la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avant d'entendre cet article? Lequel de ces lieux voudrais-tu visiter? Sur la voie des fusées canadiennes. Un texte paru le 26 janvier 2026 dans le magazine Québec Science. Le Canada n'a pas d'infrastructure pour lancer lui-même ses propres satellites. Le concours Lancer le Nord vise à remédier au problème. Bien que le Canada construise des satellites depuis le début des années 1960, il est le seul pays du G7 à n'avoir aucune capacité nationale de lancement de ses engins en orbite. Jusqu'ici, le pays a toujours compté sur d'autres nations, dont les États-Unis, pour les lancer depuis leur territoire. Un concours fédéral baptisé « Lancer le Nord » a été ouvert en 2025 par le ministère de la Défense pour accélérer l'accès souverain du Canada à l'espace avec un appel d'offres de 105 millions de dollars. Selon la presse, le ministère de la Défense a reçu, début 2026, 39 soumissions d'organisations diverses qui proposent de développer des fusées canadiennes. La course aux fusées. Ces dernières années, le gouvernement canadien avait déjà annoncé son intention de permettre des activités de lancement d'engins spatiaux à des fins commerciales. Ainsi, plusieurs entreprises privées se sont lancées dans la course à la conception de fusées et aux rampes de lancement. Récemment, 2 sites de lancement ont vu le jour, l'un en Nouvelle-Écosse, entreprise Maritime Launch Services, et l'autre à Terre-Neuve, Nordspace. Du côté des fusées, Reaction Dynamics, entreprise basée à Saint-Hubert, Longueuil, travaille depuis 2017 sur la fusée Aurora, une fusée à 2 étages conçue pour placer des nanosatellites en orbite. Sa particularité? Un propulseur hybride de nouvelle génération qui combine du carburant solide, polymère plastique, et un oxydant liquide. Ceci permet d'avoir un design beaucoup plus simple et moins coûteux. Pas besoin de système cryogénique ni de réservoir complexe comme sur les fusées classiques. Selon Maxime Goulet-Bourdon, ingénieur et directeur des opérations de Reaction Dynamics, le Canada va devenir un pays lanceur de satellites. Les divers projets visent l'envoi de plusieurs satellites canadiens d'ici quelques années et devraient créer plus de 500 emplois dans ce nouveau secteur aérospatial. Selon lui, environ 900 satellites canadiens seront lancés entre 2026 et 2035. Le premier lancement d'Aurora est prévu en 2026 en Australie. Les lancements suivants devraient être faits à Canso, en Nouvelle-Écosse, sur la base de la compagnie Maritime Launch Services, partenaire de Reaction Dynamics. Dans la course à l'espace, l'enthousiasme et la volonté sont aussi du côté des universités.
Plusieurs départements de génie des universités québécoises encouragent les étudiants et étudiantes à fabriquer leur propre fusée expérimentale. Que ce soit à l'Université Concordia, l'École de technologie supérieure, l'École polytechnique de Montréal, l'Université Laval de Québec et l'Université McGill de Montréal, toutes sont en lice avec des fusées pour atteindre la limite de l'espace, la limite de Kármán, à 100 km d'altitude. Et toi, as-tu déjà rêvé à atteindre la limite de l'espace? Attentat au défilé de la fierté de Berlin, voici ce qui s'est passé. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 27 juillet 2026 dans les As de l'Info. En Allemagne, toute la communauté LGBTQ+ est en deuil. C'est parce que samedi soir, le conducteur d'une camionnette a volontairement foncé sur la foule lors du défilé de la fierté LGBTQ+ à Berlin, la capitale. Malheureusement, une femme est morte et 29 personnes ont été blessées. Après une cavale de quelques heures, le suspect a été retrouvé puis tué par les policiers. Je te raconte le fil des événements. Samedi, la fête, puis l'attentat. Samedi soir à Berlin, plusieurs centaines de milliers de personnes sont rassemblées pour participer au défilé de la fierté. C'est un événement très festif qui a lieu chaque année dans plein de villes à travers le monde. Les personnes de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés marchent dans la rue pour affirmer leur identité avec fierté. Mais à Berlin, la fête a été assombrie par un attentat. Vers 22 heures, un homme fonce sur la foule avec une camionnette. Puis, il sort de son véhicule et attaque les gens avec un couteau. Il s'est finalement enfui. Dimanche, une importante chasse à l'homme. Les autorités identifient rapidement le suspect. Un jeune citoyen allemand de 21 ans, connu des policiers. Il est présenté comme un islamiste radical, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère à une version très stricte de la religion musulmane et qui cherche à imposer ce mode de vie. La nouvelle de l'attentat fait le tour du monde et le geste violent est dénoncé de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, le premier ministre du Canada, Mark Carney, publie ceci. L'attentat qui s'est produit pendant les festivités du Christopher Street Day à Berlin est épouvantable. Personne ne devrait subir de la haine ou de la violence en raison de qui il est ou de qui il aime. Maintenant, commémoration et critique. Maintenant que le suspect est hors d'état de nuire, les Allemands peuvent vivre leur peine. Depuis dimanche, des gens se réunissent près du lieu de l'attentat pour se recueillir et déposer des fleurs. La porte de Brandebourg, célèbre monument de Berlin, a été illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel en hommage aux victimes. Des personnes se rassemblent devant la porte de Brandebourg, à Berlin, à la mémoire des victimes de l'attentat. Sur la porte, on peut lire « Berlin, ville de liberté ». Mais de plus en plus de critiques se font entendre. C'est parce qu'on a appris que le tueur avait été condamné en mai à presque 2 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il planifiait un acte terroriste. Pourtant, il n'a pas été envoyé derrière les barreaux, mais devait être surveillé par les policiers. Plusieurs personnes se demandent pourquoi le suspect était en liberté et comment il a pu s'approcher du défilé de la fierté. Des répercussions jusqu'au Canada. Plusieurs villes canadiennes organisent des célébrations similaires pour la fierté LGBTQ+. À Montréal, les festivités débutent ce vendredi.
et se poursuivront jusqu'au 9 août. Les organisateurs ont tenu à rassurer la population. La sécurité a été renforcée pour que tout se passe bien. En entrevue à Radio-Canada, Mélanie Reeves, qui travaille pour l'événement, a dit « La sécurité chez Fierté Montréal, c'est une priorité absolue. On accorde 10% de notre budget global à la sécurité. » En résumé, un homme a attaqué les participants au défilé de la fierté LGBTQ+ à Berlin, en Allemagne, samedi. Une personne est morte et 29 ont été blessés. Le suspect a été tué par les policiers dimanche. Il n'y a plus de menaces. La justice allemande est critiquée car l'homme avait été condamné en mai et avait été relâché. La sécurité sera renforcée à la Fierté de Montréal. Cette nouvelle peut te rendre triste. C'est tout à fait normal. Si tu vis de grosses émotions, on te conseille d'en parler avec un adulte en qui tu as confiance. L'équipe des As aussi est là pour toi. Un 8e continent caché sous l'océan. Un texte paru le 29 décembre 2021 dans le magazine Québec Science. Sous les eaux du Pacifique se trouve une grande masse continentale qui est passée inaperçue des géographes depuis 375 ans. La Zeelandia. Si tu es déjà allé en Nouvelle-Zélande par avion, tu as survolé un continent beaucoup plus vaste que tu le crois. Les 2 îles de la Nouvelle-Zélande sont en fait les parties émergées d'un continent immergé à 94% et plus grand que le sous-continent indien. La Zeelandia. C'est en 2017 que des géologues néo-zélandais et australiens l'ont annoncé à la Terre entière. Il existe un 8e continent presque entièrement immergé, juste à l'est de l'Australie, dont la superficie fait 6 fois celle de l'île de Madagascar. Si tu observes la Nouvelle-Zélande de très haut, avec une application comme Google Earth par exemple, tu verras au nord-est et au sud-ouest du pays des zones plus pâles dans le bleu de l'océan. C'est la Zeelandia. Pourquoi considère-t-on qu'il s'agit d'un continent et non d'un simple plateau sous-marin? À cause de la roche qui le compose. Des forages à plus de 2000 mètres de profondeur ont permis d'identifier des roches ignées comme le granit, des roches métamorphiques comme les schistes et des roches sédimentaires comme des calcaires, toutes des roches typiques des croûtes continentales. La croûte océanique, qui recouvre le fond marin, est composée principalement de basalte, une roche ignée. Depuis quand ce continent est-il immergé et pourquoi? Les recherches vont bon train pour répondre à ces questions, mais il semblerait qu'au moins une partie de la Zeelandia était exposée à l'air libre il y a 105 millions d'années. Si c'est bien le cas, la roche qui se trouve tout en bas renferme possiblement des fossiles, notamment de dinosaures. C'était un 8e continent caché sous l'océan, un texte paru le 29 décembre 2021 dans le magazine Québec Science. Des sous-marins au Canada? Un texte de Clémence Tessier paru le 20 juillet 2026 dans les As de l'Info. Savais-tu que dans les eaux du Canada, on ne retrouve pas seulement des plantes et des animaux aquatiques, mais aussi des sous-marins? Oui,
Et le 6 juillet dernier, le gouvernement du Canada a annoncé vouloir acheter 12 nouveaux sous-marins pour remplacer ceux qu'il possède déjà. Mais à quoi servent ces engins? Et comment vit-on dans un sous-marin? Monte à bord, je t'explique. À quoi ça sert? Les sous-marins font partie des forces armées canadiennes. Leur rôle? Dissuader. Je t'explique. Le fait de savoir qu'un sous-marin canadien est quelque part sous l'eau peut empêcher un autre pays de s'approcher du territoire canadien ou de tenter quelque chose contre lui. Un sous-marin, c'est silencieux, caché et difficile à repérer. Le simple fait qu'il puisse être là décourage un ennemi de s'approcher, explique Samuel Vernière, historien au Musée naval de Québec. Mais je te rassure tout de suite, cela ne veut pas dire que le Canada a un ennemi ou qu'une guerre est sur le point d'éclater. Les sous-marins servent surtout à protéger le territoire et à montrer que le pays est capable de se défendre. On ne saura donc presque jamais où se trouvent les sous-marins canadiens, et c'est voulu. Pourquoi en acheter de nouveaux? Le Canada possède déjà 4 sous-marins, mais ils approchent de la retraite. Ils datent des années 1980 et 1990 et utilisent une technologie beaucoup plus ancienne pour naviguer sous l'eau. Par exemple, les nouveaux modèles pourront rester sous l'eau pendant plusieurs semaines, alors que les sous-marins actuels doivent refaire surface après seulement quelques jours. La vie dans un sous-marin. À quoi ressemble une journée dans un sous-marin? On ne sait pas exactement. Une partie du travail des sous-mariniers doit rester confidentielle. On ne connaît pas tous les détails de leur quotidien, mais on sait une chose. Vivre dans un sous-marin demande beaucoup d'adaptation, explique Samuel Vernière. Il faut pouvoir vivre dans un espace très restreint. Les nouveaux sous-marins canadiens pourront accueillir environ 30 personnes. Ils mesureront environ 74 mètres de long, soit presque la longueur d'un terrain de soccer. Mais attention, à l'intérieur, l'espace est très limité. Chaque centimètre est utilisé pour permettre aux marins de travailler, de manger et de dormir. Il n'y a pas d'intimité dans un sous-marin. Tu n'es jamais vraiment seul. Chaque espace est utilisé au maximum, précise Samuel Vernière. Comme il manque de place, certains sous-mariniers partagent leur lit. Pendant qu'une personne travaille, l'autre peut dormir. Puisqu'il n'y a aucune fenêtre à bord, impossible de regarder dehors pour savoir si c'est le jour ou la nuit. Pour aider le corps à garder un rythme normal, les sous-marins utilisent des lumières spéciales, des lumières claires pour la journée et des lumières rouges pour la nuit. Tu l'auras compris, vivre dans un sous-marin n'est pas toujours facile. Mais la marine pense aussi à rendre le quotidien des marins plus agréable. Pour cette raison, elle choisit souvent ses meilleurs cuisiniers pour travailler dans les sous-marins. Après plusieurs semaines sous l'eau, un bon repas peut faire une grande différence. Psst, psst. Tu veux visiter un vrai sous-marin? Si tu passes par Rimouski, au Québec, tu pourras monter à bord du HMCS Onondaga. Il s'agit d'un ancien sous-marin de la Marine royale canadienne transformé en navire-musée. Tu pourras voir les couchettes, les postes de travail et découvrir comment les marins vivaient sous l'eau. Et toi, si tu devais passer plusieurs semaines dans un sous-marin, quel objet voudrais-tu absolument apporter, même s'il n'y a presque pas d'espace?
Le magenta n'existe pas. Un texte paru le 21 mars 2022 dans le magazine Québec Science. Aucune longueur d'onde du spectre du visible ne correspond au magenta. C'est ton cerveau qui invente cette couleur. Tu as sûrement déjà vu un arc-en-ciel et on t'a déjà appris les 7 couleurs qui le composent. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. En fait, il y en a bien plus que 7, mais c'est une autre histoire. Chacune de ces couleurs correspond à une longueur d'onde spécifique de la lumière. Pour le rouge, c'est autour de 700 nanomètres, nm, pour le vert, 545 nm, pour le violet, 445 nm. Tu remarqueras que, pour ces couleurs visibles, le rouge est à l'extrême, avec les longueurs d'onde les plus longues, et que le violet est à l'autre bout, avec les ondes les plus courtes. Et entre les deux, se trouvent des millions de teintes différentes, qui varient un peu à chaque petite augmentation de la longueur d'onde. Mais il n'y a pas de magenta dans tout ce spectre. C'est lorsque tu mélanges les deux extrêmes, le rouge et le violet, que la magie opère. Lorsque ces deux longueurs d'onde entrent en même temps dans ton œil, l'information est envoyée au cerveau qui fait une moyenne de couleurs. Et tu vois alors cette teinte rose fuchsia violette qu'on appelle le magenta. Mais prise une à une, aucune des longueurs d'onde de la lumière visible ne correspond à cette couleur. C'était Le magenta n'existe pas, un texte paru le 21 mars 2022 dans le magazine Québec Science. C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine.